Oui, la mort est toujours triste, sauf pour certains de ses adversaires politiques qui ont fait la fête au champagne parce que il avait quitté ce monde, qui n'est pas très très malin, puisque en fait c'est lui rendre hommage et lui accorder une importance qu'il n'avait plus depuis 10 ou 15 ans. Et ça prouve qu'il ne laisse pas indifférent Jean-Marie Le Pen, le breton du Vantais. Effectivement, je l'ai connu il y a très longtemps, moi. J'étais ado, j'avais 17 ans, 18 ans par là, c'était en 65, 66, donc il y a 60 ans. Justement, dans l'association Kerbrace, qui se trouvait à l'époque 43 rue Saint-Placide. Et il fréquentait à l'époque donc les autonomistes bretons. Et je me suis même retombé il y a quelques années sur une photo de cette époque où il était dans les locaux de Kerbrace avec Goulven Pénaud. Et moi j'ai eu plusieurs fois l'occasion de le rencontrer dans le quartier Montparnasse aussi, dans les années 60 et début des années 70. Et il fréquentait quelques établissements du quartier avec sa dame de l'époque, Pierrette. Et j'ai souvent eu des discussions polémiques avec lui, car il me semblait vivre politiquement avec énormément de contradictions. Et moi, à l'époque, je fréquentais le mouvement fédéraliste de Yann Fouéré, le MOB, en 66, mouvement pour l'organisation de la Bretagne, qui était un mouvement pro-européen, assez visionnaire, qui proposait l'autonomie des régions en France et en Europe. Il faut lire Yann Fouéré, L'Europe au sans-drapeau, par exemple, et La Bretagne écartelée. Ce sont des ouvrages déjà très anciens, mais qui sont toujours d'actualité. Mais Jean-Marie Le Pen, malheureusement, était un nationaliste français conservateur. Conservateur, et il avait du mal à envisager l'histoire comme un changement, une évolution. Il n'était pas du tout dans la démarche du progressisme, mais du conservatisme. Et moi, je vous ai remarqué que le conservatisme, c'est bien gentil, mais vouloir conserver ce qui a justement détruit la France, c'est-à-dire la République centraliste jacobine, comme l'atteste toute l'époque actuelle, puisque on est dans un pays maintenant en pleine décomposition par rapport à ce qu'il a été quand il était un empire qui était même dans les années 1960, grâce au général de Gaulle, la deuxième puissance mondiale, qui faisait peur à la première puissance mondiale qui était les États-Unis d'Amérique. C'est pour ça que les Américains se sont acharnés à occuper culturellement la France de manière à américaniser un peu tout ce qui se passe depuis les années 70 en France et en Europe. La France étant le cerveau de l'Europe. Je me souviens m'être retrouvé en visite chez lui dans son jardin à la Trinité, en Bretagne, et d'avoir défendu le général de Gaulle. Et je lui disais, mais justement, il faut reprendre le programme du général de Gaulle, qui était un programme régionaliste en 1969, qu'il a soumis au référendum, et où il défendait la participation des travailleurs aux capitaux des usines.
Et ça allait dans le sens du réenracinement des Français dans leur région et dans le sens d'une république fédérale française. De Gaulle était révolutionnaire. Et c'est pour ça que, vraisemblablement, la CIA, enfin le Pentagone, sont intervenus dans les médias pour faire échouer son référendum, car eux, ce qui les arrangeait, c'était de mettre à sa place, à la place du général de Gaulle, Georges Pompidou, qui était président de la banque Rothschild en France. Et Georges Pompidou, le 3 janvier 1973, avec l'aide de Giscard d'Estaing, a fait voter une loi qui empêche la Banque de France de prêter à 0% à l'État français, comme l'avait mis en place le bon général de Gaulle. Résultat, on le connaît, c'est 3300 milliards d'euros de dette aujourd'hui sur les marchés internationaux dirigés par Rothschild et Wall Street. Je pense que c'est de bonne guerre, chacun défend les siens, mais il ne faut pas être dupe, il faut être au courant. Voilà. Mais Jean-Marie Le Pen avait un différend avec le général de Gaulle à cause de l'Algérie. Voilà. Alors, il n'avait jamais avalé cette histoire d'indépendance de l'Algérie, alors que le FLN en Algérie était détruit et que l'armée française avait gagné la guerre. Là, il avait pris ça comme une trahison et donc il ne pardonnait pas au général de Gaulle. Et pourtant, le général de Gaulle était un résistant, un grand résistant, et qui était resté résistant à l'impérialisme américain après l'impérialisme allemand. Il avait viré les ricains dans les années 60, et c'est pour ça qu'ils l'ont éliminé lors de son référendum de 1969, après lui avoir mis 1968 dans les pattes. Car n'oublions pas que moi j'avais 20 ans à l'époque, 1968 c'était 10 ou 12 millions de travailleurs français en grève sauvage qui ne revendiquaient rien, sinon qu'ils étaient contre la société de consommation américaine et qui voulaient se libérer de ce système. C'est pour ça que on leur a mis, pour les ridiculiser, on leur a mis dans les pattes les trotskistes, les maoïstes et autres ismes pour organiser la mascarade, le carnaval étudiant dans le quartier latin, en foutant la pagaille, de manière à incapaciter le mouvement ouvrier. Ce qui a donné les accords de Grenelle, etc. et des revendications entre guillemets révolutionnaires se sont retrouvées dans des revendications de salaire, d'augmentation de salaire. Voilà. Donc, mais n'oublions pas que ça a été extrêmement difficile de remettre les travailleurs français au boulot dans l'ancien système. Il a fallu des semaines et des semaines de tractation des syndicats pour remettre de l'ordre dans la production. Et c'est pour ça que moi je proposais à Jean-Marie Le Pen de promouvoir une république fédérale française, quitte à prendre le pouvoir. Je lui suggérais, moi, d'être révolutionnaire pour organiser une révolution pacifique de changement de constitution en proposant une constitution fédérale des États-régions, un peu sur le modèle suisse et allemand et surtout américain, car quitte à être américanisé, autant profiter des bons côtés des USA, qui
sont une république fédérale d'États-régions, et non pas seulement des mauvais côtés, avec tous les ismes qui passent du gauchisme au wokisme, en passant par l'écologisme, le féminisme, l'LGBTisme et autres. On n'en finirait pas, des idéologies qui nous envoient pour affaiblir, détruire l'économie en France et maintenant l'industrie et l'agriculture. C'est pour ça que l'Empire français est devenu ridicule aujourd'hui. Mais justement, en réaction, moi c'est ce que je disais à Jean-Marie Le Pen, en proposant quelque chose de tout à fait nouveau comme une République fédérale française, en fédérant les opposés, les différences de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, en transcendant les oppositions politiques de la base pour aller pour prendre de l'altitude, non plus dans le monde matériel, mais dans le monde spirituel, pour créer un pouvoir philosophique afin de remplacer le pouvoir économique, politique, c'est-à-dire une France sous l'autorité et la direction d'une organisation philosophique et non plus financière, économique, comme aujourd'hui, ce qui détruit tout ce qui est moral et traditionnel, au profit de ce qui est purement industriel pour justement le profit financier. Ce qui donne, comme nous le savons, tous les scandales actuels du mercantilisme. À ma connaissance, dans les années 80, 90, ensuite je ne sais plus, je ne me souviens plus très bien, mais il était en totale contradiction puisqu'il défendait la vision américaine, donc de la puissance qui nous colonise, en défendant un ultralibéralisme, et il se retrouvait plus ou moins d'accord avec Reagan. C'est-à-dire qu'une fois de plus, on ne peut pas se défendre contre une puissance en adoptant ses propres principes. Il faut vraiment proposer autre chose d'alternatif. Je me souviens, moi, avoir été au BBR dans les années 80, et j'ai pu constater qu'il y avait énormément de gens qui venaient du Parti communiste, surtout à la fin des années 80, oui. Beaucoup de militants communistes déçus se repliaient sur le Front National où ils pouvaient s'identifier beaucoup plus. Comment, même maintenant, ça peut se vérifier, c'est-à-dire que dans les élections, c'est-à-dire que toutes les régions et les communes qui votaient majoritairement à gauche, et surtout communistes autrefois, votent Rassemblement National aujourd'hui, après avoir commencé à voter Front National. C'est surtout les campagnes dont je parle. C'est-à-dire les grandes villes plus ou moins bourgeoises votent à gauche ou libéral, quoi. C'est tout à fait révélateur. C'est tout à fait révélateur. Car elles veulent maintenir le système économique actuel, dont souffrent les peuples de France, restés enracinés. Puisque l'enracinement est l'ennemi principal du monde cosmopolite mondialiste, qui doit être créolisé, comme dit Jean-Luc Mélenchon. Je suis localiste pour le communautarisme, disons des cantons, et donc fédéraliste. Il faut fédérer les communautés en Europe, puisque
l'avenir de l'Europe, c'est la renaissance face à la déliquescence actuelle de la société individualiste, puisque le but du système financier mondialiste, c'est d'atomiser les communautés pour que les individus soient indifférenciés devant Internet, devant les réseaux sociaux, et n'aient plus de relations communautaires entre eux. Car c'est ça le danger, c'est que les communautés se reconstituent contre le pouvoir des manipulations par le mensonge, les canulars historiques et l'imposture en général. Donc la Renaissance passe par la vérité, la recherche de ce qui est vrai, du bon, du beau, comme disait Platon, c'est-à-dire du spirituel. Oui, il m'a semblé qu'à la fin de ses jours, il s'intéressait beaucoup à l'ésotérisme. Parce qu'il me disait « Ah, ça c'est ésotérique ». Bon, mais il n'adhérait pas à une conception archéo-futuriste de la France. Il avait fait de ce qu'il appelait la France, même si ce n'est plus la France, mais la République française, son cheval de bataille et son fonds de commerce, entre guillemets. Donc, il était d'une certaine façon prisonnier de sa démarche depuis 60 ans ou 70 ans. Mais de toute façon, il gardait un certain sens critique et il était très réaliste sur les possibilités de renaissance française qui sont quand même extrêmement limitées. Il faut voir le bon côté et rester optimiste. Quel que soit l'idéal, son idéal, le chevalier doit rester idéaliste et fidèle à ses engagements et se sentir investi d'une mission, même si elle n'est pas juste, mais rester fidèle à lui-même. Moi, je pense que Jean-Marie Le Pen était dépassé historiquement, mais il a eu ce grand mérite de rester fidèle à lui-même comme fidèle à ses amis. Et c'était un grand bonhomme avec ses qualités et ses défauts. Mais il laissera le souvenir chez tous ceux qui ont eu le privilège de le connaître d'un type très fort et courageux. Très fort et courageux, et même si on n'est pas d'accord avec lui, on pouvait jouer franc jeu avec lui. Il n'y avait pas de coup de vis. C'était un vieux soldat. C'était pas un politicien. C'était pas un politicard. C'était un peu un soudard, pour mieux à la place de politicard. Voilà. C'est-à-dire qu'il était franc et non pas tortueux. C'était pas une anguille. On savait à qui on avait affaire. Oui, il disait Tilnon, si un jour on est au pouvoir, on ne le mettra pas en tôle tout de suite, sauf s'il insiste. Parce qu'il connaissait mes amitiés à l'extrême gauche dans les années 70. Mais il savait qu'en tant que fédéraliste, je n'étais pas un hémiplégique politique et que j'avais toujours pris bien soin de fréquenter des gens différents et opposés, considérant que la vérité est dans l'unité paradoxale qui transcende les différences vers le haut, vers le sommet de la pyramide. Merci Lambert Tilnon.